plein d'autres facteurs qui peuvent générer du stress ou une surcharge mentale, mais le bruit est un de ces facteurs-là. Quand on fait des études en laboratoire, on a de suite une diminution des performances. Parler des résultats effectivement des études scientifiques pour qu'il y ait une prise de conscience. Vous écoutez Intervalle, un podcast proposé par le service Sciences et Société d'Université Côte d'Azur qui part à la rencontre des chercheuses et des chercheurs. Alors merci beaucoup Edith d'avoir accepté de venir sur le podcast. Avec plaisir. Avant qu'on commence, je vais te présenter très rapidement. Donc tu es chercheuse au LabCos. Donc le LabCos, c'est le laboratoire d'anthropologie et de psychologie clinique, cognitive et sociale. Et tu travailles sur l'impact du bruit au travail. Oui. Donc dans cet épisode, on va voir plusieurs choses. Donc on va voir pourquoi est-ce que c'est un problème important et à prendre en compte. Quel impact le bruit peut avoir sur les agents, sur leur concentration, sur leur mémoire, sur leur stress, etc. Et c'est de voir comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème et quelles solutions sont mises en place ou ne sont pas mises en place par les entreprises ou lieux de travail. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à t'intéresser à ce sujet ? Alors, comment j'en suis venue à m'intéresser à ce sujet ? C'est des concours de circonstances et des rencontres, en fait. Donc moi, ça fait très longtemps que je travaille sur la charge mentale de travail, avec des recherches où j'essaie d'identifier les facteurs délétères et protecteurs de la charge mentale de travail. Du coup, forcément, je prends en considération des éléments de l'environnement de travail pour essayer de comprendre l'impact qu'ils ont sur la charge mentale. Et à la suite de publication de certains de mes travaux, la première fois que j'ai travaillé sur la problématique du bruit, c'était pour un service de réanimation pédiatrique dans un hôpital. C'était un médecin, chercheur par ailleurs, qui était responsable du service, qui m'avait contacté pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passait dans ce service, essayer de réduire le bruit. Sa première motivation, c'était vis-à-vis des nouveau-nés, en fait, qui étaient reçus en réa, parce que on sait que le bruit, en fait, va avoir des répercussions sur le développement, en particulier neuronal, des nouveau-nés. Donc c'était ça qui l'animait. Et en même temps, il disait que ça avait forcément des répercussions sur le personnel soignant, aussi. Voilà, on avait essayé de comprendre un petit peu quelle était véritablement l'influence du bruit, qui est un bruit particulier, de machines, etc. Voilà, beaucoup d'alarmes. Donc ça, c'est la première étude que j'ai véritablement menée. Et ensuite, j'ai été contactée par un collègue de l'INRS. INRS, c'est un institut de recherche indépendant qui mène des recherches en fait sur la sécurité au travail. Et donc Patrick Chevret, ce collègue, a contacté en me disant que lui, il est acousticien, travaillait sur le bruit dans les open space et que il leur manquait un peu une vision psychologique et ergonomique de la chose pour comprendre véritablement tout ce qui se passait. Parce qu'il avait déjà l'intuition qu'on pouvait comprendre ce qui se passait sur les individus en étudiant les interactions entre effectivement des caractéristiques de l'environnement sonore, mais aussi des caractéristiques individuelles. Et puis l'activité de travail en fonction de ce qu'on fait, les répercussions ne sont pas les mêmes non plus. Et du coup, maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble sur ce sujet. On va vraiment parler des nuisances qu'il peut y avoir en open space. Quand on parle des nuisances qu'on peut rencontrer au travail, souvent on peut penser à la surcharge de travail, au stress, à la pression, etc. Peut-être on ne pense pas directement au bruit. Pourquoi est-ce que c'est un facteur qui est vraiment important et qui est à prendre en considération ? Parce que c'est justement, tu vois, quand tu parles de charge mentale ou de stress, c'est des conséquences. Alors, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent générer du stress ou une surcharge mentale, mais le bruit est un de ces facteurs-là. Et en fait, avec l'évolution des espaces de travail, où on a de plus en plus d'espaces de travail ouverts, le facteur bruit, en fait, ça devient un facteur qui... Quand on regarde dans les années 90, c'était une problématique beaucoup moins importante, à part dans certains milieux professionnels très particuliers, style les ateliers, etc., où il y avait des bruits de machines importants. Et progressivement, avec le développement des espaces ouverts de travail,
C'est devenu une problématique aussi pour du travail de bureautique, quoi, puisqu'on met de plus en plus de personnes dans des lieux, dans un même lieu, avec un aménagement pas forcément hyper adéquat. Voilà. Donc c'est devenu au fil du temps, en particulier ces 20 dernières années, une véritable problématique. Et les gens se plaignent beaucoup, en fait, du bruit au travail. Quand on parle d'open space ou de bureaux ouverts, pour qu'on se représente, ça partira à peu près à partir de combien de personnes Alors, on va parler de bureaux partagés quand on est sur 3-4 personnes. Quand on commence à être 6, 7, 8 dans le bureau, c'est là qu'on va parler d'espace de travail ouvert. Il existe une classification des espaces de travail ouverts, puisqu'il y a une commission AFNOR qui est dédiée en fait à ça pour effectuer des recommandations d'aménagement des espaces. Mais finalement, ce qu'on appelle espace de travail ouvert, c'est très varié. On imagine toujours des grandes salles où les gens sont alignés sur des bureaux. Donc ça fait partie d'une catégorie d'open space. Mais on y pense beaucoup moins, mais les halls d'accueil des hôtels, par exemple, c'est aussi catégorisé comme un open space. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent là sont effectivement dans un espace ouvert avec des clients qui passent, les collègues qui sont à côté. Donc, du coup, ils ont du bruit autour d'eux. Oui. Est-ce qu'on peut faire une hiérarchisation des bruits qu'on peut rencontrer dans un milieu de travail ? Est-ce qu'il y a des bruits qui sont plus gênants que d'autres ? Quand on lit la littérature scientifique, on rencontre souvent le terme de parole intelligible. Peut-être tu pourras nous dire ce que c'est et peut-être nous dire pourquoi est-ce que la parole intelligible est peut-être un peu plus gênante que le reste du bruit qu'on peut rencontrer. Sur les catégories de bruit, justement, les collègues de l'INRS font un gros travail depuis longtemps. On fait une catégorisation des bruits. Alors, il y a les bruits de ventilation qui peuvent être plus ou moins gênants, les bruits de machines, c'est-à-dire les imprimantes, etc. Les bruits de circulation, quand des personnes sont amenées en fait, à circuler dans l'espace, ça fait du bruit aussi. Et puis, effectivement, il y a les bruits de parole. Donc clairement, ils ont conçu un questionnaire où les gens peuvent se positionner. Et donc ils ont mené pas mal d'études dans tout un tas d'entreprises. Donc ils ont pu hiérarchiser en fait les catégories de bruit en fonction de la gêne occasionnée et de la fatigue générée. Et clairement, les bruits de parole sont les plus gênants. Et dans les bruits de parole, parce que en fait, on peut être confronté à des bruits de parole et que ça fasse un peu brouhaha. Dans ce cas-là, on n'accède pas au sens du message. Donc, bon, c'est dérangeant. Mais finalement, ça va faire très certainement sur les individus avoir le même effet qu'un bruit de machine ou de quelque chose qui tourne à côté. Alors que du moment que la parole devient intelligible, on accède au sens. Et en fait, étant donné que la parole, on la traite automatiquement, quand on entend quelque chose, en tout cas dans une langue qu'on maîtrise, on traite de suite le signal et on accède au sens. Et donc, ce sont des informations qui sont automatiquement traitées, qui sont organisées, etc., au niveau cérébral. Et donc, ça attire notre attention et ça nous déconcentre par rapport aux tâches qu'on est en train d'effectuer. Il y a une réelle différence entre être confronté à une parole intelligible et non intelligible. Et du coup, la conséquence de ce bruit ou d'entendre des paroles intelligibles sur les agents, ça va se manifester comment ? Est-ce que ça va être une baisse de productivité ? Est-ce que ça va être une perte de mémoire, une perte de concentration, tu l'as dit ? Ouais. Autre chose ? Alors, quand on fait des études en laboratoire, on a de suite une diminution des performances. Des tâches qu'on leur demande, on travaille beaucoup sur des tâches de mémorisation, en principe, et on a clairement une baisse de performance du moment que la parole est intelligible. Et puis, du coup, les collègues acousticiens et psychoacousticiens avec lesquels je travaille, ils sont capables de moduler en fait le signal sonore qu'on envoie et on voit que on a bien un décrément de performance, une diminution des performances qui est corrélée à l'intelligibilité. Plus l'intelligibilité augmente et plus les performances diminuent. Donc ça, c'est un laboratoire. Et après, quand on passe sur le terrain, les choses sont un petit peu plus compliquées.
parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui devient multifactoriel. Des activités de travail qui font appel à des processus cognitifs plus complexes. Alors on pourrait se dire si c'est plus complexe, ça devrait avoir encore plus de répercussions, mais non. Parce que c'est complexe, mais les individus ont une expertise dans ces tâches-là. Et donc on se rend compte que pendant longtemps, ils arrivent à compenser. Donc on n'a pas forcément de diminution de performance au travail et de productivité qui apparaissent de suite. C'est-à-dire, je suis confronté à tel bruit de parole intelligible et hop, ça me fait forcément... parce qu'on met en place des mécanismes de compensation qui permettent pendant un certain temps de continuer à être performant. Donc c'est plutôt sur le moyen terme qu'on va voir apparaître des problématiques au niveau de la performance. Dans la littérature, on voit aussi que il y a une fatigue mentale, une somnolence qui s'installe tout au long de la journée. Peut-être, peu importe le contexte, s'il y a du bruit ou pas, on a une fatigue qui s'installe. Est-ce que justement le bruit peut accroître cette fatigue mentale et cette somnolence ? Ouais. Alors ça, c'est une des dernières études la dernière étude qu'on a menée sur le terrain. Donc on a fait des mesures répétées tout au long d'une journée pour voir justement comment évoluer la fatigue, le niveau de vigilance, etc. des individus. On voit que le bruit, et en particulier lorsqu'on regarde l'indicateur sonore qui est caractéristique de la parole intelligible, ça a un effet sur la première partie de la journée. Et étant donné que le niveau de fatigue qu'on va atteindre après on va dire en fin de matinée, va déterminer après la manière dont notre fatigue va évoluer au cours de la journée. On peut se dire que ça a des répercussions sur l'après aussi, enfin en tout cas sur l'évolution de la fatigue, mais clairement en début de journée, quand on est confronté à des bruits de parole intelligibles, on va finir la matinée avec une fatigue beaucoup plus élevée que lorsque c'est pas le cas. Est-ce qu'on est tous égaux par rapport au bruit, ou est-ce que certains sont plus sensibles au bruit ou aux paroles intelligibles, ou est-ce qu'il y en a qui vont plus réussir à faire abstraction en fait de ce qu'il y a autour d'eux ? Non, on n'est pas tous égaux. Ça, j'ai envie de dire que c'est pour tout. Les différences interindividuelles sont clairement là. Donc, dans cette même étude, on s'est rendu compte que on a fait passer aux individus, avant la phase véritablement expérimentale, une tâche cognitive qui permet d'évaluer les capacités d'inhibition attentionnelle. Alors, inhibition attentionnelle, c'est notre capacité en fait justement à faire abstraction de certaines informations de l'environnement. Donc en clair, on a des individus qui sont plus en capacité de se mettre dans leur bulle et du coup sont moins sensibles à ce qu'on appelle l'attention exogène, c'est-à-dire sont moins attirés par des choses qui se passent dans l'environnement que d'autres. Ce qu'on a pu montrer, c'est que les personnes qui avaient les capacités d'inhibition attentionnelle les plus élevées, donc en capacité de faire abstraction, sont ceux qui sont le moins fatigués et qui ressentent aussi la charge mentale la plus faible. Pour ceux du coup qui y arrivent pas, pour ceux qui y arrivent mais peut-être pas tout au long de la journée, est-ce qu'il y a des effets sur la santé qui peuvent se faire sentir ? Parce que peut-être il peut y avoir des maux de tête, ce genre de choses, mais est-ce qu'il peut y avoir des choses un peu plus graves ? La conséquence la plus grave, mais encore une fois, c'est à moyen terme ou à long terme. Et en fait, c'est le problème. Il faudrait qu'on arrive à suivre des cohortes d'individus pendant longtemps pour véritablement pouvoir prouver l'effet sur la santé. Après, on a assez de connaissances scientifiques pour se projeter un petit peu, se dire que ce contexte-là, sonore, qui engendre, et ça, on est capable de l'évaluer à court terme, de la fatigue, une fatigue accrue et une charge mentale accrue. On sait que la fatigue et la charge mentale, à plus long terme, ça peut entraîner un épuisement professionnel. Bon, l'épuisement professionnel, c'est ce qui est apparenté au burn-out, même si dans le burn-out, il y a d'autres dimensions qui rentrent en jeu. Et l'épuisement professionnel, oui, c'est quand sur la santé, sont très clairs. Voilà, ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont plus de ressources pour faire face à l'activité de travail et donc sont obligées de se mettre en arrêt de travail, etc. Du coup, on comprend bien pourquoi c'est un sujet très, très important.
à la fois du côté des agents pour leur santé et leur bien-être au travail, mais aussi du côté peut-être des entreprises, parce que s'il y a une baisse de productivité, les entreprises ont tout intérêt, ce qu'on peut se dire naïvement, ont tout intérêt à prendre en compte ce problème-là et faire en sorte que les agents soient moins soumis au bruit. Est-ce que dans la réalité, il y a des solutions qui sont mises en place par les entreprises ou les lieux publics, même d'ailleurs, dans lesquels on travaille? Oui, en fait, on va dire que la prise en compte de ce risque-là, qui est finalement un risque professionnel, va être fonction quand même du secteur d'activité. Donc il y a des entreprises où on a des salariés faiblement qualifiés, on estime qu'ils peuvent être remplacés facilement. On a du coup des entreprises qui sont moins sensibles, on va dire, à la problématique. Si ce n'est que ce type d'aménagement d'espace de travail s'est généralisé, et donc on a des entreprises qui, au contraire, elles peuvent être très pointues dans un domaine, etc. Et donc avoir besoin véritablement de personnes expertes, et donc ont aucun intérêt à ce que l'environnement de travail qu'ils proposent ait des répercussions sur la santé des individus. Et donc ces entreprises-là sont beaucoup plus enclines en fait à se poser des questions et du coup à faire ce qu'il faut comme aménagement. Et des solutions, il en existe. Il y a des matériaux qui sont développés, etc., qui permettent de réduire en fait l'intelligibilité de la parole parce que ça va permettre de réduire un petit peu ce qu'on appelle l'émergence du signal qui est caractéristique du bruit de parole. C'est aussi des fois réaménager les espaces. On sait qu'on va également réduire l'intelligibilité de la parole en mettant des cloisons qui sont pas, enfin je veux dire, on n'a pas besoin de construire des murs, quoi. Enfin voilà, des cloisons qui coûtent pas très cher et qui pour autant vont permettre d'isoler un petit peu les bureaux. Donc il existe des solutions. Bon, ça a un certain coût, mais Est-ce qu'il y a aussi des solutions qu'on peut mettre en place tout à chacun au travail? Il y a des choses qu'on peut faire pour être moins exposé au bruit? Est-ce que par exemple travailler avec de la musique? Alors après, c'est très différent d'un individu à l'autre. Mais quand on est sur le terrain et qu'on observe, on rend compte que les individus qui sont gênés essaient de trouver des stratégies, en fait, pour s'extraire un petit peu et être en capacité de mieux se concentrer sur les tâches qu'ils ont à effectuer. Et effectivement, la stratégie qu'on observe plus fréquemment, c'est en fait se mettre de la musique. Alors après, en fonction des individus, c'est rigolo parce qu'on peut aussi être, quand on est quand même sensible à l'environnement sonore et en particulier à l'intelligibilité de la parole, à se mettre de la musique avec des paroles. Donc quand on interroge les gens, beaucoup ils disent non mais moi du coup je me mets juste un peu style musique d'ascenseur. Et d'autres disent ben non mais autant le bruit des paroles des collègues me dérange. Mais la chanson, j'arrive à faire abstraction. Là encore, on a des différences inter-individus. Mais clairement, ils essaient de trouver des stratégies. Est-ce que le télétravail, ça peut être aussi l'une des solutions pour réduire peut-être la fatigue mentale à la fin de la semaine? Alors, ça peut être une solution, mais là encore pas pour tout le monde. En fait, ça dépend où on vit. Et quel va être notre espace de travail dans le cadre du télétravail. Il y a certaines personnes qui peut-être être dans un cadre plus isolé finalement sur leur lieu de travail que sur leur lieu d'habitation. Si je suis dans un appartement qui n'a pas de double vitrage sur un boulevard, je veux dire, ça va bien me vivre en dehors des heures d'activité de la société, mais quand on se retrouve à faire du télétravail dans ces conditions-là, finalement, ça peut être tout aussi gênant, quoi. A priori, la majorité, effectivement, exprime le fait qu'elle se trouve souvent dans des conditions meilleures quand elle travaille chez elle. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc le généraliser, enfin, voilà, c'est pas forcément la solution. Et je pense que c'est au cas par cas que les choses doivent se décider. Comment on peut faire pour que les entreprises s'emparent de ce problème-là? J'imagine que déjà, les études sur lesquelles tu travailles, ça peut faire en sorte aussi de montrer qu'il y a des preuves scientifiques et appuyer. Oui, c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est parler des résultats effectivement des études scientifiques pour qu'il y ait une prise de conscience. Parce que c'est pas toujours évident et c'est encore moins évident que les personnes qui souvent dans les entreprises sont décisionnaires ne sont pas confrontées
à ces conditions de travail-là. On est encore dans des modèles où très souvent on a tous les salariés d'un service qui sont dans un espace de travail ouvert et le manager à son bureau individuel. Donc c'est difficile aussi de comprendre ce que vivent les gens. C'est pas que les gens, que les personnes qui sont à la direction manquent d'empathie, mais une situation, quand on la vit pas, on a plus de difficultés en fait à la comprendre et à se représenter véritablement les répercussions que ça peut avoir. Mais effectivement, oui, faire de la diffusion un peu grand public des connaissances scientifiques qu'on a dans le domaine, oui, ça paraît important. Une question que je devais poser, mais comment est-ce que vous faites pour évaluer le niveau sonore et surtout l'intelligibilité de la parole? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a un seuil qui a été franchi et que la parole est considérée comme intelligible? Est-ce qu'il y a des instruments de mesure qui permettent il y a des instruments de mesure et il y en a un qu'on a développé dans un projet il y a, je sais plus quand est-ce qu'on l'a mené, qui avait été financé par l'ANSES, c'est un organisme de financement de la recherche justement sur les aspects de santé, environnement et travail. Petit appareil qui s'appelle un exposimètre pendant très longtemps et ce qui est encore très utilisé dans les entreprises pour avoir une idée de l'environnement sonore. On utilise un sonomètre. Le sonomètre, il va nous donner des indications que sur l'intensité sonore. Donc est-ce qu'on est dans un environnement très bruyant? Non. Mais du coup, on n'a pas d'informations sur la nature du bruit en soi. C'est les collègues de l'INRS, toujours en particulier, qui, avec les études qu'on a menées, ont conçu donc un exposimètre qui va enregistrer d'autres paramètres du signal sonore et en particulier du coup ce qu'on appelle l'émergence du signal, donc les changements d'amplitude sonore. Et il y a certaines amplitudes qui sont caractéristiques en fait de la parole. Et en fonction de la hauteur, de l'amplitude, il y a un certain seuil où on sait qu'à partir de ce moment-là, la parole devient intelligible. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire ce sur quoi tu travailles actuellement et les prochaines étapes sur lesquelles tu vas travailler? Les projets de recherche, c'est toujours sur prendre en considération un facteur de l'environnement, essayer de comprendre comment il interagit avec les caractéristiques des individus et l'activité de travail qui est effectuée. Avec les mêmes collègues avec qui on a mené ce projet de recherche sur les open space, là on a envie de retourner, en discutant par hasard, on s'est rendu compte que on avait travaillé les uns et les autres préalablement sur cette problématique dans le secteur hospitalier, justement. Qu'on se rend compte que la problématique est toujours là. On a des appareils dans les services hospitaliers, en fait, qui balancent des alarmes en permanence, alarmes qui sont pas toujours pertinentes en plus, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il ait perdu un petit signal, donc ça bip dans tous les sens. Il y a encore une grosse problématique de ce côté-là. Notre projet chantier auquel on commence à réfléchir, c'est retourner donc dans les services hospitaliers, essayer de comprendre comment on peut s'emparer de cette problématique-là, essayer peut-être d'identifier des indicateurs sonores particuliers aussi, parce que là on est sur des alarmes, donc on est sur du bruit qui ne dure pas. Donc là il y a un intérêt particulier pour les acousticiens pour essayer, tout comme ils l'ont fait sur l'indicateur d'intelligibilité de la parole, essayer de voir s'il n'y aurait pas un indicateur sonore qui pourrait être caractéristique de ces environnements-là. Et du coup, moi, amener le côté facteur humain à tout ça, c'est-à-dire que avec des modes d'évaluation particuliers, essayer de comprendre, finalement de tester peut-être ce futur indicateur pour voir si effectivement en fonction de sa valeur on a bien des répercussions sur les individus, en particulier donc ici le personnel soignant,
en termes de fatigue, de niveau de vigilance, etc. Un autre projet là qui m'anime, on a commencé à travailler dessus. Alors là, c'est plus du tout une question de bruit, mais on a une autre problématique dans les environnements de travail. Alors pas que de travail, hein, mais de travail quand même, avec en fait la généralisation de tous les appareils qui fonctionnent en Bluetooth, qui sont connectés, etc. C'est l'exposition aux ondes électromagnétiques. On sait que ça a des répercussions sur le fonctionnement des individus. Et donc là, on essaie de comprendre, dans les milieux professionnels, l'effet que ça peut avoir aussi sur l'activité de travail et la fatigue ressentie au cours de la journée de la même manière, parce que ça a tendance aussi à l'épuiser dans nos ressources et à générer une certaine fatigue. Je propose qu'on s'arrête là-dessus. Un grand merci encore une fois d'avoir pris le temps de venir parler sur le podcast. Mais avec plaisir. Merci à vous. Intervalle, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode où un chercheur ou une chercheuse d'Université Côte d'Azur viendra partager avec nous ses sujets de recherche. Intervalle est un podcast produit et proposé par le service Sciences et Sociétés d'Université Côte d'Azur.